Moi, en effet, je travaille en Suisse, donc ça va donner une discussion très intéressante au cocktail avec la première intervenante. Et je travaille dans le monde de l'innovation. J'accompagne en fait depuis bientôt 20 ans des grandes entreprises et des startups. Et une des questions qui m'a toujours intéressé, c'est pourquoi est-ce que, euh, alors que beaucoup de choses changent, alors que le monde évolue très vite, alors qu'il y a des crises financières, pourquoi est-ce qu'il y a des boîtes qui montent comme ça? Alors pour que mon argument tienne mieux, j'ai coupé le stock Apple en 2012 parce que bon, depuis, il est un peu redescendu. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des entreprises comme ça qui, dans ces moments-là, montent et vraiment cartonnent? Et pourquoi est-ce qu'au contraire, on a des entreprises comme Nokia, comme Kodak, Borders, etc., Blockbuster, qui descendent? Et qu'est-ce qui fait que... comment est-ce qu'on fait quand on vit dans un monde qui bouge tout le temps, dans lequel il y a énormément de changements? Comment est-ce qu'on fait pour profiter de cette révolution? Comment est-ce qu'on fait pour innover? C'est une question qu'on pose très souvent. Et à travers mon travail, moi, j'ai essayé d'observer certaines règles que je vais partager avec vous et qui, à mon avis, mise ensemble, devient une sorte de manuel de survie pour ce monde en révolution constante. Alors, j'ai fait très attention de ne pas utiliser le mot très à la mode en ce moment, c'est la disruption. L'innovation de rupture, la disruption. J'étais à la gare de l'Est tout à l'heure, il y avait une école de commerce qui faisait sa pub, innover disruptivement ou mourir. Voilà, donc je n'ai pas dit ce mot, il sera coupé d'ailleurs dans la vidéo de mon speech, comme ça je ne l'aurais pas dit. Mais voilà, on vit dans un monde où ça change beaucoup. Comment est-ce qu'on fait quand on est une organisation, une entreprise pour tirer un peu son épingle du jeu? La première chose qui me semble très importante, et ça c'est une règle de vie même, ce qui dépasse largement le business, qu'on peut tous appliquer à nos vies, c'est qu'il faut protéger le futur du passé. Je donne un exemple. Nokia, en 2001, il y a eu une réunion, 2001, donc il y a 12 ans. L'iPhone sort en 2007, juste pour que vous puissiez un peu resituer. En 2001, le chef du design de Nokia va dans une réunion avec le board et il amène un appareil auquel il a pensé, qui consiste en un écran tactile avec un bouton en dessous. Et d'ailleurs, il a eu une idée que ça serait une taille de smartphone, mais qu'on pourrait faire une version un peu plus grosse qui s'appelle, en l'occurrence, depuis une tablette. Et donc, il montre ça à tous ses collègues. Il dit, voilà, je pense que ça, c'est l'avenir. Un appareil qu'on contrôle avec les doigts, avec un bouton pour revenir. Il montre une carte de navigation. Il montre comment est-ce qu'on peut faire un achat online, etc. Et puis, à l'époque, chez Nokia, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, les gens qui ont le pouvoir, c'est les gens qui vendent ce qu'on appelle les dumb phones, donc ces téléphones simples qu'on avait tous dans la poche. Vous savez, l'époque bénie où les téléphones duraient pendant 3-4 jours, on n'avait pas besoin de les recharger toutes les 2 heures. Et donc, c'est ces gens-là qui ont le pouvoir dans l'entreprise parce qu'ils représentent la plus grande partie du chiffre d'affaires. Et donc, à la fin de la présentation, on fait un vote, on dit qui est-ce qui est pour qu'on poursuive ce projet de smartphone? Et tout le monde vote contre parce que en ce moment, ça va bien, on gagne bien notre vie. Pourquoi changer? Pourquoi innover alors que tout va bien? Et c'est comme ça que Nokia a protégé le passé, ou en tout cas le présent, du futur potentiel. Ça, c'est une erreur qu'on voit très très souvent au niveau des entreprises, aussi au niveau des pays. Alors moi qui observe la France de loin maintenant, je vois passer ce genre de choses que je trouve quelque part assez inquiétantes. C'est justement les gouvernements sont toujours en train d'empêcher les nouveaux modèles d'affaires, les nouvelles startups d'émerger en leur mettant des bâtons dans les roues. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la startup Uber ou Airbnb, ces startups qui essaient de proposer des modèles alternatifs pour la réservation des chambres et qu'on est en train d'essayer d'empêcher d'émerger à travers des lois. Et donc, on est constamment en train de protéger le passé au détriment du futur. Et il y a cette phrase de Tim O'Reilly que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un éditeur américain, qui disait voilà, les politiciens doivent toujours choisir entre protéger le passé du futur et protéger le futur du passé. Et je crois que malheureusement, on fait toujours la première et on devrait beaucoup plus souvent faire le deuxième, c'est-à-dire protéger ces startups des gens qui empêchent ces modèles d'affaires d'émerger. Pensez à l'industrie de la musique, par exemple, où on a essayé d'empêcher la musique digitale d'émerger à coup de DRM, à coup de plein d'autres choses, pour garder les grosses majors en place. Une deuxième règle que j'ai observée, c'est qu'on ne peut pas acheter l'innovation. Alors ça, c'est un argument très simple. Alors il y a plusieurs études là-dessus. La première, c'est une étude. Alors en haut, normalement, quand les slides à la répétition marchaient, il y avait un texte en haut à droite. Donc le texte disait, une étude qui est sortie récemment disait qu'il n'y avait aucune corrélation entre le budget R&D des entreprises, le budget recherche et développement, et leurs résultats financiers. Au passage, je vous ai mis une photo de un peu l'innovation de l'année pour moi que j'ai vue chez Carrefour l'autre jour. C'est du ketchup et de la moutarde pour chiens.
Alors, je ne sais pas quel est le budget R&D des gens qui inventent ce genre de produit, mais c'est assez impressionnant. Peut-être une façon un peu plus facile de faire cet argument, c'est de vous montrer le budget recherche de différentes entreprises. Donc, vous voyez que Nokia, depuis 2001, a un budget R&D qui est autour de 2 milliards et qui n'a cessé d'augmenter. Et vous voyez Apple, dont je crois... On n'a pas besoin si je vous demande d'expliquer entre Apple et Nokia qui est le plus innovant, je pense que tout le monde va répondre Apple. Apple qui donc sort l'iPhone en 2007, sort l'iPad en 2009. L'autre courbe, c'est Google. Vous voyez que Apple a été beaucoup plus innovant que Nokia avec des moyens beaucoup plus réduits. Et en fait, il n'y a pas de corrélation dans l'innovation entre la masse d'investissement. Il faut investir ses ressources intelligemment au bon endroit. Et ça demande du talent plus que de l'argent. Quelque chose qui est très important. Moi, je travaille beaucoup avec des gens qui essaient de se demander à quoi va ressembler le futur. Et donc, le futur, c'est quelque chose qui fait très peur. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est que plus on regarde le futur, plus on se rend compte que souvent les phénomènes se répètent. Et le futur ressemble étrangement au passé. Je vous donne quelques exemples. L'industrie de la musique. C'est assez intéressant ce qui se passe dans l'industrie de la musique. Maintenant, que doit faire un artiste pour gagner sa vie? Il doit aller jouer devant les gens. Que faisait un artiste il y a 80 ans? Il jouait devant les gens pour gagner sa vie. Quelqu'un a inventé l'enregistrement. Les artistes se sont battus corps et âme contre la musique enregistrée en disant « mais attendez, c'est un scandale, les gens nous payent pour venir nous voir, vous allez mettre ma musique sur un CD, les gens n'auront plus besoin de payer pour venir me voir, je vais être au chômage ». Bon, bien sûr, ça ne s'est pas passé comme ça. Grâce à la musique enregistrée, ils ont touché un public beaucoup plus grand. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'industrie de la musique a essayé d'empêcher la radio en disant « mais c'est la musique gratuite, c'est un scandale, les gens ne vont plus acheter les disques ». Et grâce à la radio, ils ont touché encore plus de monde, ils ont vendu plus de disques, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que la technologie est en train de ramener les artistes vers leur business model d'il y a 80, 100 ans. Il y a plein d'exemples comme ça. Ça, c'est une imprimante 3D. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est une imprimante 3D, je vais essayer d'expliquer très rapidement. C'est une machine qui, en fait, pose des couches de matériaux et qui reconstruit des objets qui seraient impossibles à construire autrement, en tout cas certains, qu'on ne pourrait pas mouler. Et donc, ça permet de faire des objets très simples. C'est une technologie qui... beaucoup de gens pensent qu'elle va complètement changer la production d'objets dans le futur. On en est loin d'être là. Pour l'instant, on peut faire que des objets en une seule matière, pas très beaux, etc. Mais ce qui est intéressant avec l'imprimante 3D, c'est qu'on va revenir à une production à la maison. Et au lieu de se rendre dans un supermarché, au lieu de se rendre chez quelqu'un qui vend des objets, on va être de nouveau capable de produire des objets. Ce qui, à mon avis, ressemble étrangement à la vie qu'il y avait dans les villages il y a 200 ou 300 ans, où les gens étaient capables de créer, pour la plus grande partie, les outils dont ils avaient besoin, par exemple. Ça, c'est donc une panne de télécommande. 3e essai. Voilà. Kickstarter, pour ceux qui connaissent, le crowdfunding, donc faire financer des projets, notamment artistiques, par des contributions d'internautes. Donc ça, je vous ai mis le projet d'un jeu vidéo qui cherchait à lever 400 000 $, qui a touché 3 millions. Si vous ne connaissez pas Kickstarter, allez voir, il y a des équivalents français, il y a d'autres sites. Mais donc c'est ce concept de se mettre ensemble pour financer un bien culturel ou de financer le projet de quelqu'un. Le canal de Suez, je crois, en 1900, a été financé exactement de la même façon. C'est quelqu'un qui est allé à l'Expo universelle de Paris, qui a dit « moi j'ai un projet », qui a vendu des bons comme ça à 10 ou 100 francs à des gens qui ont fini par financer ce canal. Et donc c'est un concept qui est très très novateur, qui revient grâce à la technologie sur le devant de la scène, mais qui finalement n'est pas du tout nouveau. Les artistes ont fonctionné avec des mécènes comme ça depuis très longtemps. Et donc c'est assez intéressant. Les gens qui sont très inquiets du futur, en général, j'essaie de trouver des parallèles dans le passé, et on en trouve quasiment toujours. Et il y a un côté assez rassurant. Et donc innover, c'est aussi aller retrouver des modèles du passé. 4e règle, il faut toujours se battre par la positive. Alors, quand vous faites face à une innovation, il y a la tentation de l'industrie du cinéma, par exemple, c'est on va faire des procès à nos clients, on va pourrir la vie des gens, et j'adore ce truc, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est il y a quelques années, c'est la différence entre l'expérience de quelqu'un qui pirate un film et l'expérience de quelqu'un qui achète un DVD. Est-ce que vous avez déjà acheté un DVD ? Alors, vous mettez le DVD, vous avez l'alerte du FBI qui vous dit « Attention, si tu copies ce DVD, je vais venir chez toi ». Ensuite, vous avez le Coming Soon, la première des 3 trailers. Vous avez l'écran vert qui vous dit « Ce film, et vous avez le droit de le montrer à quelqu'un qui a 13 ans ou plus ». Le premier trailer que vous ne pouvez pas enlever. Le 2e PG rating, le 2e trailer, le 3e PG rating, le 3e trailer. Le logo THX, vous arrivez sur le logo, votre soda n'a déjà plus de bulles.
vous appuyez finalement sur play, ça repart, le FBI warning, la CIA qui vous dit qu'elle est en train de vous espionner, le logo THX, le logo Warner Bros, etc., etc. Vous êtes en train de regarder votre film. Celui qui a piraté, il double-clique, ou alors il met son DVD chinois dans son lecteur, et puis il regarde son film. Et c'est hallucinant comme certaines sociétés, quand il y a eu de l'innovation dans leur domaine, se sont retournés contre leurs clients et au lieu de proposer une innovation meilleure, au lieu de proposer une expérience meilleure, donc se battre par la positive, se sont battus par la négative. Il y a un truc qui est très marrant à faire, c'est que vous commencez à taper, vous mettez les guillemets dans Google pour qu'il cherche la phrase exacte, vous mettez Hollywood Studios sue, les studios d'Hollywood font un procès à, et vous avez 337 000 occurrences. Et ça, c'était je crois, il y a 1 an, j'ai fait ce screenshot. Bon. Le problème, quand on parle d'innovation, c'est que vous avez beau mettre des barrières aux gens, il se passe ça, mon slide préféré de toute... Vous êtes une industrie, vous dites, on va faire un beau chemin et on va mettre une barrière au milieu. Pour lever la barrière, il va falloir payer. Bon, et voilà, ça c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Ça se passe toujours comme ça. Les gens veulent des services qui sont simples et on ne peut pas les faire passer sur le terrain qu'on veut. Ce que les gens demandent, c'est des services nouveaux. Ça, c'est sorti hier, je crois. C'est Business Intelligence, Business Insider, pardon, qui est un site qui chaque année publie un rapport un peu sur l'utilisation des nouveaux médias et qui vous montre la croissance de choses comme iTunes, Netflix, etc. Et en fait, les gens ne sont pas des pirates. Ce que les gens attendaient, c'était un endroit où acheter de la musique, où acheter des films qui soient faciles, qui soient simples, qui soient efficaces. Et voilà, on est enfin en train d'y arriver, mais si ces industries ont eu tellement de mal pendant tellement longtemps, c'est parce qu'elles n'ont pas été capables d'innover. Et vous voyez que la courbe est vraiment claire. On est en train de revenir vers quelque chose qui permet à tout le monde de gagner sa vie. Ça, c'est un autre exemple. Vous savez, quand l'iPad est sorti, tout le monde a essayé de faire des clones, etc., ce qui, bien sûr, n'a pas marché. Le premier qui a proposé quelque chose d'un peu nouveau, c'est Amazon. Amazon a proposé le Kindle Fire, qui est en fait un appareil qui a un modèle différent, puisque l'appareil, c'est comme les consoles de jeux, on vous le vend entre guillemets à perte, et puis on essaie de gagner de l'argent sur le contenu. Et donc c'est la première fois qu'il y a eu une tablette qui arrivait avec un modèle un peu novateur, et ils ont été récompensés pour ça, puisqu'ils ont eu 95 000 commandes le premier jour, et c'était la première fois qu'une tablette a vraiment décollé. Donc se battre par la positive, c'est très important quand on fait face à... Quand il y a un nouveau compétiteur qui arrive et qui fait la même chose que vous, moins cher, plus vite, etc., la meilleure façon, c'est pas d'envoyer les avocats. La meilleure façon, c'est d'essayer d'être meilleur et de proposer quelque chose de plus efficace. 5e règle est très importante, voir au-delà du battage médiatique. Et alors là, c'est une règle qui est très difficile à prouver scientifiquement. Je n'ai pas d'argument scientifique pour ça. Juste revenir un peu pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du monde digital. Alors Maxime, tu n'étais pas né, hein, donc... dans les années 90, il y avait donc la homepage. Il fallait faire une homepage. Je vous parle du monde digital, qui est le monde que moi je connais bien. Donc le grand buzz dans les médias, c'était il faut une homepage. Si vous n'avez pas de homepage, vous êtes complètement largué. Ensuite, il a fallu un portail. Ça, c'était génial. Rappelez-vous le portal. Il y avait des logiciels de portail. C'était extraordinaire. Ensuite, il y a eu le blog 2002, les premiers blogs. Ensuite, il y a eu Facebook en 2005. Ensuite, il y a eu, alors ça, c'est le grand truc qui a été buzzé de partout, c'est Second Life. Rappelez-vous, les entreprises se battaient pour aller ouvrir des îles dans Second Life, etc., etc. Et puis en fait, si on fait un petit tableau récapitulatif, on voit que j'essaie de mettre par année en fait le phénomène qui était mis dans les médias. Alors, rappelez-vous, le push, le WAP, je ne sais pas si vous vous rappelez du WAP, qui était censé devenir l'Internet mobile. C'était un espèce de truc laid, lent, etc., sur les tout petits écrans. Voilà, les portals, Napster, Friendster, qui était en 2002, LinkedIn, MySpace. Bon, quand on regarde, c'est pas très scientifique, mais quand on regarde, à peu près, il y a une règle qui émerge. 1/3 des idées dont parlent les médias marchent, 1/3 disparaissent complètement, et 1/3 restent, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que Napster a disparu, mais le concept du peer-to-peer, du partage de musique, est resté. Maintenant, ça s'appelle BitTorrent, entre autres. Et donc, le buzz médiatique est quelque chose d'assez dangereux, puisque souvent, un chef d'entreprise, il va lire il y a son fils qui va ramener une coupure de journal et qui dit il faut absolument aller dans Second Life. Et puis, du coup, le lendemain, il va mobiliser toutes ses équipes là-dessus. Et il faut faire très attention avec le buzz médiatique, parce qu'en général, il y a beaucoup de choses qui finissent par ne pas s'imposer. Une dernière règle, qui pour moi est très importante. Quand on parle d'innovation, dans la tête des gens, on parle toujours de technologie. Tout le monde pense que innover, c'est forcément mettre plus de technologie.
Et moi, je pense que c'est pas ça. Il faut remettre la technologie à sa place et l'utiliser là où elle est bien, mais il ne faut pas utiliser la technologie pour utiliser la technologie. Et innover, c'est pas que faire de la technologie. Je vais juste vous raconter l'histoire d'une boîte suisse, Balestrafic, qui est un fondateur, un gars très charismatique qui s'appelle Michel Balestra, et qui me racontait que, en fait, il est en compétition avec tous ces grands vendeurs, enfin tous ces grands livreurs que vous connaissez, hein, les UPS, etc., etc. Et donc, il s'est rendu compte que tous ses concurrents faisaient la même chose, c'est-à-dire qu'ils recrutaient des chauffeurs qui n'étaient pas très formés, et puis ils leur mettaient un GPS dans la voiture. Ils avaient tous des algorithmes hyper compliqués pour charger les camions. Et donc, tout ça était géré par des machines. Et les machines, bien sûr, montraient leurs limites assez vite. C'est-à-dire que tous les livreurs de toutes ces boîtes se retrouvaient par passer par le même chemin, donc à mettre à peu près le même temps. Bien sûr, le GPS n'était pas au courant quand il y avait des travaux, etc. Et lui, il a dit, tiens, moi, je vais innover et je vais laisser mes chauffeurs remplir les camions eux-mêmes. Ça ne sera plus un algorithme, ça sera un être humain qui fera ça. Et puis, chacun de mes chauffeurs, il va hyper bien connaître une partie de la ville et il va livrer que cette partie de la ville-là. Et ça va me redonner... Ça va être une forme d'innovation, ça va me redonner un avantage par rapport aux concurrents. Et en effet, quelques années plus tard, c'est la société qui est capable de livrer le moins cher et le plus efficacement. Et je trouve ça assez intéressant que l'innovation, ça a été de retirer les machines, ça a été de remettre l'humain au centre et de quelque part accepter la supériorité de la pensée d'un être humain sur ce genre de phénomène. Et donc innover, c'est pas toujours mettre plus de technologie, c'est aussi parfois remettre des humains au centre. Il y a plein d'autres choses que je pourrais dire sur ce sujet-là. Pensez à ces 6 règles, et je vais juste vous laisser avec une dernière phrase. C'est que quand on parle d'innovation, ce qui est très important, c'est de changer avant que ce soit trop tard. Il se passe énormément de choses en ce moment, tenez-vous au courant et rappelez-vous de cette règle, changer avant de devoir changer. Merci beaucoup.